Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le jeudi 16 mai 1968. Il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Depuis hier, le mouvement étudiant a pris non seulement des formes nouvelles, mais maintenant il s'étend aux lycéens. Il règne non pas une confusion à proprement parler, mais un véritable déluge de propositions et d'idées qu'il est très difficile de regrouper. Les trois faits les plus importants à signaler sont l'occupation du Théâtre de France, l'autre nuit, par plusieurs milliers d'étudiants, la première application pratique du boycottage des examens et les mouvements au niveau des lycées. C'est un peu avant minuit qu'un groupe d'étudiants est entré précipitamment dans la salle du Théâtre de France, installée en plein quartier latin, derrière le jardin du Luxembourg. Les étudiants sont arrivés au moment où les spectateurs commençaient à sortir, après avoir assisté à un spectacle de ballet donné par une compagnie américaine. Pendant toute la nuit, les étudiants ont organisé un meeting permanent au cours duquel ont été tenus des discours aussi véhéments que contradictoires. Au petit matin, il n'est plus resté à l'intérieur du théâtre qu'un piquet d'occupation, tandis qu'un comité créé spontanément a décrété la fermeture du théâtre bourgeois et sa transformation en un lieu de rencontre permanente, populaire et ouvert gratuitement à tous pour que sans cesse les idées puissent s'échanger et que l'imagination devienne la règle. Jean-Louis Barrault et sa femme, Madeleine Renaud, ont tenté d'haranguer au cours de la nuit ces spectateurs inattendus. Ils ont réussi à se faire entendre, malgré les huées, sans pour autant persuader leurs auditeurs. Un autre fait nouveau est le refus, hier matin, des étudiants de l'année préparatoire de médecine de Paris d'accepter de composer pour leurs examens de fin d'année. Il y a eu un certain brouhaha à l'entrée des salles d'examen, mais les étudiants qui s'étaient présentés se sont rendus avec une bonne humeur aux arguments des membres de piquet de grève et ils sont repartis sans entrer dans les salles d'examen. Mais le plus curieux est peut-être l'extension du mouvement au lycée. Un comité d'action lycéen réuni à la Sorbonne a lancé le mot d'ordre aux lycéens parisiens: occuper dès vendredi les lycées afin d'y tenir des commissions sur les problèmes des examens et plus particulièrement du baccalauréat. Mais en province, dès jeudi, les lycées étaient déjà passés à l'action en Bretagne. À Saint-Brieuc, les élèves des classes terminales ont refusé un baccalauréat blanc qui avait pourtant été demandé par l'association des parents d'élèves. À Rennes, les lycéens créent des comités d'action lycéenne et exigent que ces comités soient reconnus par les chefs d'établissement, alors que dans une circulaire récente, le ministre de l'Éducation nationale a interdit aux proviseurs de tels comités dans leur établissement. De toute façon, les responsables de l'université, recteurs et doyens, renoncent à tour de rôle à maintenir les dates d'examen prévues, les uns se contentant de les reculer de quelques semaines, généralement 2 ou 3, les autres ne fixent même pas de nouvelles dates. Au sein du monde des étudiants, il y a à la fois une unanimité pour revendiquer la réforme de l'université et des divergences sur les moyens, aussi bien sûr sur le plan des structures du mouvement que sur celui de ses applications. C'est ainsi que la Fédération des étudiants révolutionnaires, un mouvement trotskiste, reproche dans un communiqué à Cohn-Bendit, l'animateur du mouvement du 22 mars, de se livrer à des manifestations qui relèvent du guignol. Alors que la préoccupation des étudiants devrait être de s'organiser en créant des comités de grève très structurés, en ayant le pouvoir de diriger l'action, on laisse entendre que l'UNEF a l'intention de convoquer à Paris, la semaine prochaine, des représentants de toutes les catégories d'étudiants et de toutes les universités de France pour préparer la création de structures syndicales nouvelles dans le monde des étudiants. Revue de presse à propos de cette question de l'université. La nation
voit dans l'explosion étudiante l'occasion d'un nouvel élan pour le gaullisme qui doit l'assumer. Car la seule idée qui ressort de tout ce que les étudiants déclarent ou qu'ils entendent participer à l'élaboration des réformes. L'Aurore constate que M. Pompidou concède qu'on n'a pas à se donner à l'université l'esprit et le climat qu'il fallait. Il est vraiment temps de la repenser. L'Aurore en rend responsable la pseudo-démocratie directe où le pouvoir peut tout se permettre, quitte à en appeler aux masses par-dessus les représentants du peuple. Le Figaro souligne que M. Pompidou a brossé un tableau de la remise en cause de tous les principes fondamentaux. La tâche est immense. Les Échos restent sur l'impression d'un profond déphasage entre l'attitude des étudiants et de ce que peuvent faire le gouvernement et la représentation parlementaire. Pour l'humanité, l'essentiel est l'ampleur, la combativité et la générosité d'une protestation qui dresse l'ensemble des jeunes étudiants contre un ordre dans lequel ils ne reconnaissent pas leurs rêves. Dans l'immédiat, étudiants et travailleurs ont un adversaire commun, le pouvoir gaulliste. Il leur appartient de consolider le vaste front de lutte qui s'est constitué. Dans les pages de notre confrère La Dépêche, La Liberté de Saint-Étienne, les propos distanciés et goguenards du Pétrus, bien qu'exprimés en gaga local, indignent une mémé. À une mémé indignée, chère mémé, merci pour votre lettre du 7 qui est restée apeugée en route, vu qu'elle m'a seulement arrivé hier. Seulement il y a un os, vous me racontez comme ça que j'ai pris le parti du désordre et de la subversion à cause que j'ai seulement marqué que j'aimais pas quand les forces de l'ordre taconnaient les manifestants. J'ai même ajouté plus loin que dans la poignée d'ébravagés de Nanterre ou d'ailleurs, il y en avait quelques-uns qui, dès qu'ils auront succédé à leur papa, se dépêcheront de s'y remettre du côté des forces de l'ordre. Alors, excusez-moi, mais je ne change pas d'opinion. Maintenant, je suis bien d'accord avec vous pour ça qui est de l'autorité des parents. Seulement, les étudiants des facultés sont majeurs, quelquefois mariés et pères de famille. Autre chose, les gars de Billancourt, de Flins, du Mans et d'ailleurs. Vous ne pensez pas que ça soit des universitaires? Dites. Je répète, dans le tas, il y a quelques essorillés qui pensent surtout à faire la pampille, ou bien de vrais pagnots, ou encore des feignasses qui pensent couper au baccalauréat ou autres examens qui leur faisaient tirer peine. C'est sûrement vrai, mais 800 000 d'un coup, ça ferait un peu beaucoup, pas?
Mais, faut pas se laisser entraîner par les slogans tout fabriqués contre la jeunesse, parce que d'abord, ça nous ferait passer pour des plus vieux ronflons qu'on est en réalité. Encore une fois, pardonnez si j'ai pas écrit exactement ça qui vous plairait de lire et de signer, moi, et oui, grand-mère, le Pétrus. Pour finir légèrement et en beauté, ce journal à Saint-Étienne, notre page spéciale Madame, en week-end, jardinière mais coquette. Bon appétit!